Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Dîner de Técon. Pour la première fois de la courte histoire de ce podcast, l'enregistrement a été fait de visu, ce qui a entraîné quelques petits soucis techniques. La voix de mon invité a été enregistrée à un volume plus bas que la mienne, sûrement parce que j'ai tendance à me coller au micro. Ça, et de temps en temps un écho qui me fait penser qu'il va falloir revoir la déco du salon. Bref, mon invité a plusieurs cordes à son arc, chanteur, podcasteur, codeur, coach pour speakers et speakers, métalleux. Je vais le laisser se présenter lui-même dans cet entretien qui a été enregistré le 16 septembre 2023. Dîner de Técon, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, on va pas parler de quelque chose qui est une passion, mais plutôt qui a occupé deux vies pendant plusieurs mois. Et on va en parler avec Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Eh bien, moi, c'est Sylvain. Je me présente sur quel axe? C'est bizarre ça de se présenter pour le dîner de Técon, j'ai jamais fait. Essaye. Dans la vie professionnellement, je suis dev depuis une quinzaine d'années. Je suis freelance. Je suis un peu dev.net, je devrais pas le dire ici, mais c'est pas grave. Et je fais plein d'autres choses dans la vie. Je fais du podcast qui s'appelle Punkin Dev. Je fais de la musique, je fais plein de trucs. Je fais du cirque aussi. Et j'ai effectivement eu un autre sujet qui m'a occupé, moi et ma femme, pas pendant quelques mois, pendant quelques années. Ça a duré. Ouais. Je rentre dans le vif direct comme ça ? Vas-y. Je vais commencer par la fin. Je suis papa d'un petit garçon qui aujourd'hui a 8 ans et demi. Ce petit garçon est né d'une FIV. Donc la FIV, c'est pour fécondation in vitro. Donc avec ma femme, on a fait ce qu'on appelle un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Et effectivement, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps, d'énergie physique, morale, et qui dure non pas quelques mois, mais ça se compte en général en années, même si on fait partie... Toute proportion gardée, on fait partie des profils chanceux où ça n'a pas été si long que ça. Donc voilà en gros l'intro du truc. D'accord. Ma première question, ça serait pourquoi une FIV ? C'est-à-dire que pourquoi, je présume, c'est parce que ça fonctionnait pas d'une manière naturelle. Mais après, il y a d'autres solutions telles que l'adoption. Est-ce que ça, vous y avez pensé ou vous vouliez à tout prix partir vers la FIV ? Alors, effectivement, quand tu arrives sur un parcours de PMA, c'est que la chimie naturelle ne fonctionne pas. Il y a toujours... En fait, il y a plein de questions qui se posent quand ça fonctionne pas, parce que ça fonctionne pas une fois, c'est normal, 2 mois, ça arrive, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, commence à se poser des questions. Et effectivement, quand arrive le coup près du de toute façon ça marchera pas, il y a la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part sur un parcours de PMA, voir ce qui est faisable pour avoir un enfant biologique ? Ou est-ce qu'on choisit de partir sur un parcours d'adoption pour avoir juste un enfant adopté ? C'est pas le même projet. Mm-hmm. Il faut pas... ça, c'est un truc que dans les parcours de FIV, les personnes qu'on rencontre, avec qui on discute, l'expliquent assez tôt. C'est précisé dans pas mal de forums de discussion. C'est pas le même projet. Si tu ne peux pas avoir d'enfant biologique, il ne faut pas adopter un enfant pour compenser l'absence d'enfant biologique. Ça doit être un projet d'adoption à part entière. Si c'est pour compenser, il y a de grandes chances que ça se passe pas bien. D'accord. Parce que tu vas compenser un truc et quelque part le couple n'aura pas fait le deuil de son enfant biologique et va essayer de compenser cette absence-là par un autre enfant en adoption. Et le couple ne sera jamais bien avec ça puisque ça aura été compensé et le besoin d'origine n'aura jamais été rempli. Si c'est une envie d'enfant dans un projet d'adoption, ok. Si c'est une envie d'enfant biologique, et là-dessus, je vais faire ma petite parenthèse un tout petit peu sexiste, mais les aspirations des futurs pères, des futures mères sont pas les mêmes.
La mère, quand elle a envie d'un enfant biologique, potentiellement, elle va avoir aussi l'envie de porter, de connaître la grossesse, ce qui est éminemment légitime. D'abandonner ça et de compenser par une adoption, ça marche pas, puisque la grossesse, il y aura l'enfant, mais il y aura pas eu l'étape grossesse, il y aura toujours un manque qui existe. Donc si tu choisis l'adoption, c'est que tu as un projet d'adoption à part entière et que tu as envie d'adopter un enfant qui n'a plus ses parents pour toutes les raisons qu'il peut y avoir, mais ça amène tout un tas d'autres questions qui font que le projet est juste pas le même, mais alors pas du tout. D'accord. Donc maintenant, tu m'as lancé dessus, j'avais prévenu, je peux parler des heures là-dedans. La vraie question, c'est puisque j'ai parlé de quand le couperet tombe, ça marchera pas naturellement. Il y a ce truc-là à se rendre compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie en général maintenant j'en parle. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on y reviendra. Je me perds un peu. Il y a un moment où il y a un couperet qui va tomber parce que ça marche pas une fois, 2 fois, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a un moment où tu te poses des questions. Et le monde étant ce qu'il est, la société étant ce qu'elle est, en général, le premier truc que la plupart des couples font dans ce genre de situation, c'est pas le couple qui fait un truc, c'est madame qui va voir son gynéco en disant ça marche pas. Puisqu'il y a un truc récurrent, c'est qu'en général, quand ça marche pas, c'est que il y a, je sais pas d'où ça vient, mais dans la tête de la plupart des gens, c'est la femme qui donne un enfant, tu vois, la vieille vision, j'aime beaucoup ta tête. Ouais, non, effectivement, la réflexion m'a un peu choqué, on va dire. Non, elle le donne pas déjà, parce que si je dis à ma femme que ses enfants me les a donnés, qui sont plus elle va me taper. Pour prendre un parallèle, on aime bien Kaamelott. Oui. C'est jamais Arthur qui se fait déglinguer de pas avoir de descendance. C'est toujours la reine qui porte la responsabilité. C'est cliché, c'est utilisé, c'est un ressort scénaristique dans Kaamelott, mais c'est intégré que c'est la femme qui porte la responsabilité, parce que oui, certes, c'est elle qui porte, mais il paraît qu'il y a besoin des deux. Oui. D'ailleurs, c'est le cliché qui est utilisé dans Kaamelott, mais en même temps, il s'en sert quand elle lui dit « Le fait que vous me touchez pas, est-ce que ça peut jouer ?» Et qui répond « Ça joue. » Ça peut. Voilà. Donc, il reconnaît qu'au final, la responsabilité est sur lui. Tout à fait. Et mais c'est un sujet qui est d'ailleurs qui est très pesant dans Kaamelott. La saison 5, quand il part en recherche de sa descendance, je l'ai regardé avec un autre œil à une période. Oui. Mais en général, c'est le premier truc qui se passe, c'est madame va voir son gynéco, et gynéco qui va faire plus ou moins un bilan, ok, il y a l'air d'avoir des trucs, on va faire des examens, des prises de sang, des examens plus ou moins invasifs. Mesdames, si vous avez jamais eu ce genre de truc, apprêtez-vous à passer des examens qui sont pas forcément drôles. J'ai plus le nom. J'ai peur de dire une ânerie, mais je crois que ça s'appelle une hystérosalpingographie, un truc comme ça. Enfin, c'est un examen pour voir comment ça se passe dans l'utérus, les ovaires. On va mettre un espèce de liquide qui va bien se voir pendant l'imagerie, et ça fait quasiment une douleur d'accouchement. Ah ouais. Du coup, quand il y a le gynéco ou l'infirmière qui fait l'examen, qui dit attention, ça va faire un peu mal. Non, ça fait un mal de chien, c'est hardcore. Ça c'est le premier. Et souvent, la femme va faire plein d'examens. Et nous, c'est ce qui s'est passé parce qu'on était dans ce mood-là sans se poser plus de questions. Et puis à un moment, il y a gynéco qui dit ce serait peut-être bien que monsieur fasse des tests aussi. Ah ouais, ce serait pas bête. Bah oui. Et donc, je suis allé faire des tests. Quel niveau de langage cru je peux adopter sur le podcast? Tu es libre. Benjamin. Les premiers tests pour les hommes, c'est super drôle. Il faut aller se branler dans un tube, dans un espèce de labo glauque. Il y a des humoristes qui ont fait des sketchs là-dessus, mais vraiment le cliché, on se retrouve dans une pièce sombre. Alors il y a quand même une petite dimension médicale. Il faut une partie d'hygiène, il faut bien se laver les mains, il faut se nettoyer la verge avec des produits médicaux pour pas qu'il y ait de bactéries qui viennent perturber le prélèvement et ce qu'il pourrait y avoir dedans.
Donc il y a tout ce process-là. Et pour aider, ils sont gentils, hein, ils mettent des vieilles revues dans les tiroirs ou une télé avec des vieux pornos un peu périmés, tout ça. C'est un niveau de glamour et on se sent tellement bien dans ce moment-là. Je sais pas si l'ironie se sent assez dans ma voix. Oui, je comprends. Vraiment, on se retrouve dans cette pièce à essayer de faire son affaire. Je connais, j'ai vécu ça également et ouais. C'est pas facile. Alors, et truc très bête, comment dire, on se sent très très bête là-dessus, c'est que c'est la masculinité crétine. Quand on fait le prélèvement, ça prend une durée, voilà, X. Et à un moment, moi, la première fois, je me suis dit, ça se trouve, je suis allé trop vite, je vais passer pour un précoce. Ou ça se trouve, j'ai été trop long et je vais passer pour le mec qui a passé son temps à se faire. Et vraiment, je me suis posé plein de questions dont on se fout, en fait. Oui. Mais il y a c'est vraiment les questions popées dans ma tête. Je suis peut-être resté trop longtemps, pas assez. De toute façon, c'est un prélèvement, j'ai envie de dire. C'est un examen médical, oui. Hein, c'est comme un prélèvement d'urine. Des fois, ça peut être long à venir parce qu'on commande pas tout. Là, honnêtement, si vous devez le faire, si quelqu'un ici doit le faire, si c'est long, je vous comprends, c'est long, c'est pas très facile. C'est pas fun, c'est pas agréable, c'est pas facile. Y en a qui disent oh mais c'est marrant. Non, vraiment, c'est pas marrant. Hein. Aller se branler dans un labo, non, c'est pas drôle. Donc il y a ce premier examen là. Donc les résultats sont arrivés et donc me concernant c'était bien parce que j'avais à peu près 0 pointé de partout. Donc c'est-à-dire qu'on mesure plein de choses. Alors là on rentre dans une espèce de fiche technique, mais la mobilité le principe de ce truc-là, c'est la mobilité des spermatozoïdes, c'est combien il y en a, combien il y en a au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, au bout de 4 heures. Donc moi, à partir d'1 heure, il n'y avait plus rien. Et puis quand on voit le taux aussi parce que des fois ils peuvent être un peu difformes. Et disons que le taux de difformité était quand même super élevé. Donc ça fait jamais plaisir ce truc-là. Mais paradoxalement, moi je l'ai super bien vécu ça, parce que quand le médecin nous dit bon voilà monsieur, ça va être compliqué, et moi je me suis dit cool. C'est pas ma femme qui porte tous les torts. Je mets des gros guillemets sur le mot tort, mais c'est pas elle, c'est pas que de sa faute, parce que la connaissant un peu, si ça avait été le problème que de son côté, elle aurait porté un fardeau de culpabilité démesuré, et le fait de se dire c'est cool, au moins on partage ça, ça va lui alléger son truc. Moi ça m'a presque rassuré en me disant on fait un bon couple de boulets, y a pas qu'elle. J'ai eu une espèce de soulagement. Est-ce que le fait d'avoir une explication en même temps soulage également ? Maintenant, tu comprends pourquoi ça passait pas, on a identifié le problème et on va pouvoir le traiter. On va pouvoir faire avec, pas forcément le traiter, mais on va pouvoir faire avec. Ouais, je pense, parce que c'est vrai que je détaille pas, mais il y a toute la partie avant où chaque mois t'espères que ça va passer, puis t'essaies tous les trucs de grand-mère, les courbes de température, les tests d'ovulation pour voir à quel moment c'est le plus propice, et puis chaque mois t'espères, et puis chaque jour de retard de règles te fait espérer un peu plus, et à chaque fois c'est un espoir déçu, et c'est très long en fait, parce que en gros t'as une fenêtre de tir par mois, donc si ça a pas marché ce coup-ci, faut attendre le mois d'après. Les mois passant vite, ça peut être très long, c'est usant. Donc le fait effectivement d'avoir une réponse ça marche pas, parce que ça, tu te dis effectivement à un moment ça servait à rien d'y aller tout seul. Autant profiter de ce que la science moderne peut nous offrir là-dessus. Donc ouais, ça a ça de rassurant d'avoir une explication. Et on est tombé sur un médecin qui était très bien. C'était pas je crois que c'était c'est un gynéco, je pense que c'était le gynéco de ma femme, qui nous disait, alors c'est pas moi qui vais vous amener dans le parcours PMA, moi c'était dans ma campagne à Bourg-en-Bresse, il dit je vous conseille d'aller à Lyon, il y a des secteurs, des services un peu de pointe là-dessus. Il nous disait naturellement ça marchera pas. Voilà. Pas de gants, on va pas faire semblant. Et dit par contre en FIV ça marchera. Limite ils sont légers, ils disaient au vu des examens, oui naturellement comptez pas dessus, mais avec un parcours de PMA bien fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Donc, en même temps qu'il y a un coup près, il y a aussi une porte de sortie et l'espoir de se dire, ok, ben peut-être que ça peut marcher. Ouais, une sortie positive donc. Une sortie potentiellement positive. Le seul truc, c'est que à ce moment-là, quand on se dit ouais, faire une FIV, une PMA, on sait pas ce que c'est. Et ça se fait pas tout seul, ça se prépare pas non plus. Il y a d'autres, il va y avoir d'autres examens médicaux qui vont venir avant de lancer le parcours officiel effectif. Et ça va encore prendre un temps qui nous paraît infini pour un résultat où on sait pas encore à ce moment-là. Donc c'est encore une fois super long. Ouais. Et effectivement, il y a encore plein d'examens qui sont très agréable, se retrouver dans un espèce de cabinet avec j'avais passé ça à Lyon, c'est qu'à un moment il y a plein de choses à vérifier. À un moment il faut vérifier que il n'y ait pas une malformation, une atrophie testiculaire qui traîne, donc il faut se faire examiner de ce côté-là. Oui. De notre côté, on se plaint, les femmes vivent ça régulièrement. Tout à fait. Mais je donne mon point de vue là, mais t'inquiète, va y en avoir d'autres de l'autre côté. Ça va arriver. Si c'est trop long, à un moment, faudra. Non, t'inquiète. Je me suis quand même retrouvé donc dans un bureau dans le premier arrondissement de Lyon, donc vers la place Bellecour, avec un cabinet avec un plafond à 4 mètres, dans la salle d'attente que des vieux incontinents qui venaient pour se faire contrôler la prostate, j'imagine, et je me suis retrouvé donc dans un bureau avec une dame tout à fait charmante, très gentille, une espèce de bureau de 50 mètres carrés avec un paravent pour me déshabiller, puis à me faire palper pour vérifier qu'il n'y avait pas de... Et moi j'ai de la chance, j'ai un ami, lui, il a eu droit au toucher. Vérifier je ne sais quoi. La prostate. Certainement, j'ai pas eu droit. Ça ne me manque pas plus que ça. Mais dans la série des examens invasifs, ça commence à être pas mal. On a aussi échappé du fait que mes examens étaient vraiment pourris dès le début. On a échappé à tout un pan de la PMA où des fois on sait pas trop pourquoi ça marche pas chez des gens. Et on y va un peu crescendo. Donc on commence par la stimulation ovarienne, c'est-à-dire qu'on va booster un peu la partie ovulation, faire en sorte que potentiellement il y ait plusieurs ovules qui sortent, qui soient émis à chaque période d'ovulation. Il y a des examens qui vont consister à aller observer la mobilité spermatique intra-utérine, c'est-à-dire qu'il faut avoir un acte à la commande et puis être suffisamment proche de l'hôpital et puis aller voir derrière, il y a un examen, donc tel jour, telle heure, il va falloir vous envoyer en l'air et puis après on va aller regarder dans madame, voir comment ça bouge dedans. Super. Celui-ci on y a échappé. Limite, je suis content du coup. Tu m'étonnes. Puis ça casse tout le côté un peu magique de la conception. Ça devient totalement mécanique. Alors ça devient totalement mécanique. C'est pour parler de trucs encore plus intimes que ça, c'est que quand t'as un parcours de PMA avec tout le travail qu'il y a eu avant, retrouver une vie intime naturelle, si je puis dire, après coup, c'est hyper compliqué. Quand pendant des mois, pendant des années, tu couches à la commande. Ah oui. Parce que attention, c'était le jour de l'ovulation, tu vas essayer. Enfin, quand tout ça, quand après tu te dis, on fait ce qu'on veut, limite t'as oublié parce que ça fait des années que tu fais, pas par contrainte, mais pour un but. Ouais. Du coup, la notion de sexe récréatif prend un plomb dans l'aile. Il faut réapprendre. Vraiment, c'est une phase qui arrive après. Ça a été, c'est la première fois où allez, genre, non mais attends, non mais en fait on peut, tu sais, genre, c'est cool. Enfin, est-ce qu'au niveau des professionnels de santé, vous avez prévenu de ça? J'ai pas souvenir ces choses-là. Par contre, c'est des trucs qu'on voit facilement quand on commence à se renseigner sur le net, à naviguer sur des forums, trouver des groupes de discussion. C'est des choses, les gens en parlent, et c'est pas plus mal parce que c'est pas forcément le rôle de toutes les équipes médicales. Les équipes médicales sont là pour faire en sorte que la PMA se passe bien et amène à une grossesse réussie. Ouais, enfin, le côté psychologique est important quand même. Oui, je suis pleinement d'accord. Mais je vais mettre un mais, c'est que on ne sait pas à quel point et on ne sait pas quantifier s'il l'est vraiment. Moi, je suis convaincu que l'aspect psychologique est ultra important.
Mais comme toute, comme toute démarche scientifique tourne autour de la psycho. Alors non, c'est très dur à savoir. C'est pas ce que je voulais dire. Quand je disais le côté psychologique est important, c'était pas dire si tu y crois ça va réussir, c'était pas la pensée magique, c'était plutôt de dire s'assurer que les personnes sortent indemnes de la démarche et qu'elles puissent derrière reprendre une vie correcte. C'était pas dans l'idée de favoriser la réussite je comprends de la PMA. Alors, il y a un facteur réussite auquel moi je crois sans absolument aucune preuve, mais auquel j'ai envie de croire, ça n'engage que moi. Oui. Par contre, alors c'est mon fils il a 8 ans et demi, c'est des stats qui ont bientôt 10 ans, mais à l'époque quand on regardait les stats, le taux de séparation après un parcours de FIV, il était à plus de 25%. Réussi ou non. Contre combien dans des couples normaux? En fait, c'était à la suite d'un parcours. D'accord, t'avais un couple sur 4 qui... Il y a un couple, je crois qu'il y a un couple sur 4 qui ne tient pas le parcours de FIV. Ça serait des stats à revérifier, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a tellement l'intimité est tellement mise à mal pendant toute cette période que même sur des FIV réussis, il y a des couples qui tiennent pas. Tellement esquinté le couple pendant la FIV, même une fois que ça a réussi, les couples ont du mal à s'en remettre. Et de le savoir avant, ça permet de s'armer un petit peu. Ouais. Que au sein du couple il y ait peut-être plus de discussions de ça va pas, il peut y avoir des gens qui vont avoir des moments c'est glauque mais c'est réel, si on peut pas avoir d'enfant c'est de ta faute et il y a une partie de moi qui commence à t'en vouloir. Oui. C'est pas mal. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est garder ça pour soi et le laisser grandir. Ouais, tu peux avoir ça, puis tu peux avoir des personnes qui vont s'en vouloir à elles-mêmes. Oui, aussi. Je parlais de culpabilité, il y a clairement. En fait, c'est des moments où, au sein du couple, il faut absolument arriver à échanger le plus fluidement, le plus naturellement et le plus possible pour pas laisser pourrir genre truc. Quelque part, il faut que tout ça devienne... Faut que tout ce parcours devienne normal, toutes ces difficultés, faut que ça fasse partie quelque part du quotidien du couple, qui puisse en parler un peu à longueur de journée. Il faut pas oublier de se protéger de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas plus toxique qu'une famille qui attend l'heureux événement. Ne dites plus à un couple que vous voyez « Alors, c'est pour quand ?» Vous imaginez pas le mal que ça peut faire en fait. Oui. Et il y a même sans vouloir le faire. Mais et le pire, c'est que moi, des fois, même en ayant eu ce parcours, des fois, je me retrouve à bloquer juste avant de poser la question à des gens. Genre, c'est quand? C'est pour quand le deuxième? Ou c'est quand des enfants? Enfin, non, faut pas poser cette question-là parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas. Et il y a une espèce d'incitation à la parentalité. Oui. Les couples peuvent très bien vivre sans enfants, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on a cette incitation qui vient toujours. Donc ne le faites pas quand vous voyez un couple de 35 quarantenaires qui n'ont pas d'enfants, évitez la question « alors c'est pour quand ?» Si je peux me permettre, quand ton fils sera à l'adolescence, tu remettras en cause ta volonté de paternité à certains moments. C'est autre chose ça. On verra, je suis pas pressé qu'il en soit là. Mais oui, clairement, c'est des choses qui peuvent faire très mal, surtout quand c'est récurrent. Moi, quand en plein repas de famille, on te surnomme une maison sans enfants, c'est un cercueil. Merci. Oui, moi aussi, j'aimerais que ce soit mon orbite chez moi, mais je te hais maintenant. Si le repas pouvait se finir, que tu sortes et que tu ne reviennes jamais chez moi, ça serait aussi bien. Il y a plein de phrases comme ça qui sont dites sans volonté de nuire et qui ont un niveau de nuisance absolument stratosphérique, quoi. Oui. Après, c'est le problème, c'est que on se considère comme dans une norme et dès qu'on s'adresse à des personnes qui sont pas dans cette norme pour nous, on peut dire des choses qui vont les choquer au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà, clairement. Et le pire, c'est tellement intégré. Moi, je dois régulièrement me réfréner quand je vois des couples de 35 quarantenaires qui n'ont pas forcément d'enfants. Je dois bloquer parce que on est construit comme ça, c'est sociétal. Alors des enfants ou alors des fois quand je suis vraiment curieux de la vie des gens, vous en voulez pas, vous pouvez pas, vous êtes bien. Enfin, j'ai pas. Si je vois une esquive, alors si les gens vous disent on y travaille,
reposez plus la question, ou alors dites-leur, nous aussi on est passé par une PMA, vous commencez à en parler, parce que on y travaille. Ouais. Je l'ai beaucoup utilisé, si tu veux. Ouais. Donc, et je l'ai entendu. Et c'est un truc du jour où j'ai commencé à en parler, parce qu'au début, on n'en parle pas. Ouais. On est tout seul dans le couple là-dedans. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus simplement. Mais quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y a une proportion colossale de gens qui ont des difficultés, au moins sur un premier. Des fois, la machine se met mieux en route, passer le premier, pour des raisons diverses et variées que je n'ai pas. Mais c'est quand on commence à en parler, et je crois que les stats c'était alors à Lyon, sur la maternité où on était, je crois que c'était de l'ordre pareil de 20-30% des naissances qui étaient issues d'une PMA. Ah, quand même. FIV, insémination, juste stimulation. Voilà, il y a tout un niveau de PMA, mais tout plein de niveaux différents. Mais ça commence à être des proportions énormes. Donc en fait, si vous avez des amis qui potentiellement ont l'air de bien aimer les enfants mais qui n'en ont pas, il y a des chances pour qu'ils soient en difficulté. Et nous, quand on a commencé à en parler, j'en ai vu, mais d'un seul coup, le fait d'en parler, j'en ai vu partout autour de moi. Le fait d'en parler une fois, ça libère plein de paroles. Et c'est cool. Et en plus, on se rend compte qu'on est moins seul. Donc si vous êtes dans le cas, n'hésitez pas. Ça fait du bien. Je vous donnerai son numéro de téléphone à la fin de l'émission pour poser des questions. Le mail, on commencera par le mail. J'ai pas de problème à laisser mon mail, mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ok. Je me posais une question. Quand on voit à quel point le parcours peut être compliqué, tu m'as expliqué cet examen pour ta femme qui était très douloureux. Est-ce que vous avez discuté à un moment, sans même l'envisager, mais est-ce que vous avez discuté, peut-être il y a un moment où on va s'arrêter, si c'est trop dur? Nous, on l'a pas fait. Je pense qu'il faut... Je sais pas, c'est une bonne question. C'est pas une question qu'on s'est posée. Nous, on s'est posé la question, on commençait à en discuter en se disant combien de fois on se sent d'essayer, de faire ce parcours-là. De base, alors je sais pas dans quel état c'est maintenant, mais il y a bientôt 10 ans de ça. Donc une PMA, c'est pris en charge par la Sécu. Pas tout. Parce que justement, les consultations, comme je disais, ça c'est pas pris plus que ça en charge, donc ça a un coût. À ce moment-là, je râlais que ouais, disent que c'est pris en charge à 100%. Alors que non, en fait, ce qui est pris en charge à 100%, c'est les traitements qui arrivent derrière. C'est ça qui coûte cher. C'est les hospitalisations, c'est tout un tas de traitements, mais pareil, on y reviendra. Mais c'est le fait de se poser la question jusqu'à combien de fois on essaye. D'accord. Nous, on avait des amis, ils en étaient à 7 ou 8 tentatives de FIV. Wow. Donc la Sécu en prenait en charge 5 de base, et après, fonction des avis médicaux de l'équipe médicale qui gère ça, ça peut être prorogé pour 1, 2, 3, 4, 5 tentatives, enfin c'est de 1 en 1 après, je crois. Donc on s'était pas posé cette question, nous on s'était dit, de toute façon, c'est pas une science exacte. Parce que c'est du traitement hormonal, c'est principalement du traitement hormonal chez l'homme et chez la femme pour les deux. Ça tourne autour de ça, donc c'est pas une science exacte, on sait pas gérer absolument les doses hormonales qui vont faire que l'ovulation va être pile poil au bon moment, au bon taux, machin. Chez l'homme, est-ce qu'on va arriver à récupérer les bons spermatozoïdes, machin, voilà, il y a tout un tas de traitements. C'est pas une science exacte, c'est une espèce d'artisanat, d'art un peu vaporeux où les équipes jonglent au quotidien pendant le protocole. C'est du craft, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment. Mais oui, c'est du. On essaie de. Enfin, les équipes essaient d'avoir du feedback. Je reviendrai sur le détail juste après. Mais donc nous, on s'est dit, de toute façon, la première tentative va sûrement pas marcher, parce que justement, c'est pas une science exacte. On a vu la plupart des gens autour de nous, la première marchait pas, et ça commençait à marcher deuxième, troisième, quatrième. Donc on s'est dit de toute façon la première on voit et puis sur les suivantes l'équipe pourra ajuster justement les doses de traitement, les durées. Je spoil la fin, mais on a eu énormément de chance puisque la première a fonctionné.
Ouais. C'est là-dessus où on a eu quand même de la chance là-dessus. Donc on n'a pas eu à se poser la question plus loin que ça. Je réponds enfin à ta première question. Pas de souci. J'ai eu pas mal de circonvolutions. Là où je dis que ça devient technique, en fait, où c'est vraiment du craft, un protocole de FIF, ça dure du moment où on le lance, ça va durer à... Le problème, c'est que les souvenirs deviennent un peu vieux, mais ça dure entre 1 et 2 mois. C'est qu'en gros, à un moment, quand on a fait toute la paperasserie, côté masculin, j'avais un traitement de fond qui était censé améliorer mon spermogramme et tout un tas de trucs. Donc j'avais des vitamines, des machins, et tous les 3 à 6 mois, j'avais des examens, et il y avait certains chiffres qui disaient ok, à partir de là, on peut essayer. Donc quand on est arrivé au moment où on peut essayer, faut appeler le service, voilà, madame a eu ses règles à telle date, ok, passez chercher votre ordonnance. Donc c'est là que les traitements lourds commencent. Et lourd, ça a fait des progrès. C'est-à-dire que dans le protocole, c'est que il va falloir, en fait, une FIF, c'est juste faire en gros 1 ou 2 ans de tentative en une fois. D'accord. Donc côté femme, on va stimuler à fond. Le but, c'est de générer plein d'ovocytes qu'on va pouvoir féconder in vitro par ailleurs. Sauf que c'est une énorme contrainte sur le corps, sur les ovaires. Donc juste avant, il y a une phase de on met tout le système en pause. Donc c'est un truc hormonal. À une époque, c'était fait par piqûre, et il y a des gens qui ont trouvé moyen d'avoir ça en spray nasal. C'est magique, ça passe par nez, ça rentre direct en arrière, ça passe à l'hypophyse, et ça met tout le système reproductif de la femme en pause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, rien, ça dure, je crois, c'est ce qu'on appelle le blocage, ça dure 15 jours. Et là, en gros, il y a le système qui se prend 15 jours de repos. D'accord. Et tout le système, il est content, genre, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'ovule, il n'y a pas de rien, tout est calme, le calme complet. C'est le calme avant la tempête, parce qu'après, il y a la stimulation qui commence. Et là, la stimulation, c'est la partie que j'ai trouvé personnellement, moi, le plus dur à vivre, même si c'était pas moi qui la subissais. C'est que là, ça se fait en piqûre. D'accord. Et donc, 1 à 2 fois par jour, ma femme se piquait. Alors maintenant, c'est des trucs qui sont relativement simples, ça peut se faire à domicile, à partir d'un stylo, il y a juste un petit bouton à tourner pour gérer la dose, dans le gras du bide ou dans le gras au-dessus du genou. D'accord, c'est pas de l'intraveineuse. Non, c'est pas de l'intraveineuse. Mais c'est là-dessus, il faut être un peu scolaire, il y a des heures. C'est-à-dire, faut que ce soit, genre, je crois que c'est toutes les 12 heures. D'accord. On était hyper scolaire là-dessus. C'est compliqué d'ailleurs quand on va chez des gens. On vous demande 5 minutes et là tu t'éclipses. Alors des fois j'essayais d'être là parce que faut quand même un peu nettoyer les aiguilles, les récupérer. On avait un truc pour stocker à la maison, donc quand on était en déplacement, fallait une petite boîte pour stocker les aiguilles, pas laisser traîner. Quand on n'a pas parlé, les gens ils disent vous faites vous faites quoi? Enfin, c'est bizarre. Alors des fois t'expliques, des fois t'as pas la motive d'expliquer. Mais moi pendant quelques semaines, j'ai vécu avec une toxico qui se picousait 2 fois par jour. Je l'ai vécu comme ça. Je suis pas le seul. Elle garde pas du tout un mauvais souvenir de ça. C'est chacun son ressenti. Moi, je sais que c'était super dur de la voir s'infliger ce truc-là. Et donc ce stylo-là permet d'ajuster la quantité, je crois que c'est de l'hormone à s'injecter, mais pour ajuster la quantité, il faut des bilans sanguins, donc tous les 2 jours, on se levait à 4h du matin et on allait faire des prises de sang à notre service de PMA. Donc on se levait à 4h du matin pour y être très tôt. Quand je disais que c'est fatigant physiquement, voilà, c'est que tous les 2 jours, pendant en gros une quinzaine de jours à cette période-là, il faut se lever. Tous les matins, donc il y a des échographies. Potentiellement, mesdames, les échographies selon la visibilité, des fois elles sont endovaginales, donc c'est par l'intérieur l'écho, donc c'est toujours agréable tous les 2 jours. Ça plus la prise de sang pour vérifier la croissance des ovocytes, donc c'est vraiment les différents stades de développement des ovules. Et vérifier, ajuster en disant alors mettez un peu plus, non rebaisser, parce que le principe c'est de pas surstimuler parce qu'un ovaire ça peut péter. Oui.
On avait fait le bilan, en fait, on avait compté, on avait regardé en fonction des échos. Les ovaires faisaient une taille entre, c'était la taille limite entre la balle de tennis et le melon. Ah ouais, quand même. En fait, c'est énorme. Sur la fin, ma femme marchait limite comme une femme enceinte. Il disait, mais c'est pas possible. Enfin, et quand on regarde les radios, on fait, ah, mais en fait, si, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça gonfle. Ouais. C'est de la stimulation. Parenthèse là-dessus, ça c'était le deuxième service de PMA, le premier qu'on avait rencontré. On s'était frotté à des gens qui disaient, mais madame, vous êtes trop grosse, va falloir vous stimuler à fond. C'est gentil, ça. Et le deuxième service qu'on a vu, ils nous ont dit, bah non, c'est-à-dire que si on vous stimule à fond, on peut vous faire éclater un ovaire, c'est dangereux. Justement, quand il y a des problèmes de surpoids qui sont associés, il faut mettre plus de prudence parce que surtout que vous avez un passif hormonal, machin. Enfin voilà. Donc allez pas dans un service de PMA où vous vous sentez pas bien avec les gens. S'il y a le moindre truc, hop, zap, next, et on trouve un autre. Ouais. Vraiment. Donc voilà, il y a toute cette phase-là, et ensuite, bah il faut suivre aussi, à la fin, il faut même quasiment y aller tous les jours, parce que est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait la ponction, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est après-demain? La ponction, c'est le moment où on va prélever. Donc ça se fait sous anesthésie générale pour madame, et là il faut être dispo. C'est pratique avec l'employeur. Oui. Je vais avoir une journée d'absence quand? Je sais pas. Mais pourquoi? J'ai pas envie de t'en parler. C'est hyper compliqué, à gérer au quotidien. Alors de nos jours, il y a un peu plus de télétravail, peut-être selon les métiers, ça peut être plus ou moins facile, mais c'est quelque chose qui peut aussi peser sur le moral. Alors des fois, on ne devrait pas avoir à parler de ces choses-là au sein du monde du travail parce que c'est très intime, mais s'il y a un relais managérial qui a l'air compréhensif, peut-être ça peut valoir le coup. Ça peut faciliter les choses. Hein. Ça peut faciliter des choses. Par contre, c'est à double tranchant. Si c'est quelqu'un qui veut rien entendre, voilà, c'est un risque à prendre. J'ai pas de conseils à te donner là-dessus. Mais voilà, du coup, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et puis vient le jour de la ponction. Donc madame rentre au bloc. Moi je vais faire mon prélèvement, on appelle ça comme ça, comme d'habitude. Il y a toute une phase très déshumanisante de contrôle d'identité, de décliner pièce d'identité, décliner votre nom, prénom, en même temps, faut pas qu'il y ait d'erreur. Ouais, il vaut mieux que ce soit... Mais sur le coup, on se dit, mais qui tricherait, mais en même temps, j'ai pas envie qu'il y ait d'erreurs potentielles, oui. Si on s'est cassé la tête à faire tout ça, c'est pour un enfant biologique, c'est pas pour avoir su de quelqu'un d'autre, oui. Donc il y a tout ça. Et puis après, encore une fois, parce qu'on parle souvent de la charge mentale de la femme dans la parentalité, mais à ce moment-là, c'est encore madame qui va prendre la charge en plus, parce que... Non, j'ai éludé un truc. Donc il y a la ponction, il y a la fécondation, et je reviendrai sur l'autre truc juste après. Et après, c'est l'attente. Parce qu'en gros, nous, on rentre chez nous. Moi j'ai appelé mon docteur, je lui ai demandé de m'arrêter parce que ça faisait 2 ans et demi que je bouffais 1 gramme de vitamine C tous les matins. J'ai dit stop, j'arrête. On a fait le truc, je fais une pause, du coup je suis tombé comme une loque. Factuellement, plus la fatigue, tout ça. Mon médecin m'a vu, il m'a dit ouais ok, on arrête. Vraiment j'étais au bout du bout d'un point de vue énergie, force morale et tout ça. Juste une question, tu as dit il y a eu le prélèvement, la fécondation. Est-ce qu'il y a un moment où on réinjecte, ou c'est après? J'arrive. D'accord, c'est après. C'est après. D'accord. En fait, c'est que donc là après c'est la biologiste, l'équipe de biologistes qui prend le relais. Ils vont récupérer plein d'ovules, ils vont récupérer plein de spermatozoïdes. Donc dans le prélèvement, c'est rigolo parce qu'on dirait une petite équipe de foot. Ils les prennent, ils les nettoient, ils prennent les plus beaux. Parce qu'aujourd'hui, on sait pas évaluer la qualité d'un spermatozoïde autrement qu'à sa tronche. S'il est un peu difforme, on le met de côté. En fait, on peut pas analyser le matériel génétique qu'il y a dedans sans le détruire. Oui. Donc en gros, c'est juste, on prend les plus beaux. Et c'est tout ce qu'on a comme... C'est pour ça quand je dis que c'est de l'artisanat, c'est pas du tout une science exacte. Il y a plein de choses qui fonctionnent, mais ils prennent les plus beaux et ils font la fécondation. Et ils les laissent maturer in vitro pendant un certain temps. Et donc tous les matins, on avait un coup de fil. Il y a eu, je crois que sur la ponction, il y a eu une vingtaine d'ovocytes qui ont été ponctionnés et qui ont pu être injectés. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une FIV
On appelle XI. Le X, c'est pour le micro, la lettre grecque X. Et pour micro-injection, c'est-à-dire que à l'origine, les FIV, on prenait un ovule, un spermatozoïde, on les mettait en présence et on laissait faire. Aujourd'hui, on sait injecter directement le spermatozoïde dans l'ovule. C'est de la micro-injection. Donc, ils ont créé potentiellement comme ça une vingtaine d'embryons. Et tous les matins, on avait le coup de fil. Il en reste tant. Ah, parce qu'il y en a qui tiennent pas. La plupart ne tiennent pas. D'accord. Donc tu pars, on en a implanté 22. Le lendemain, il en reste 18. Le lendemain, il en reste 16. Il en reste 13. Il en reste 12. Il en reste 5. Et à la fin, il en restait 2. Et il y a le jour de l'implantation. Parce qu'à un moment, il y a différents protocoles. Il y a des protocoles courts, longs. Il y a des protocoles où on les laisse mûrir plus longtemps in vitro. Ce qui fait plus longtemps. C'est de l'ordre de 2-3 jours en plus. Et il y en a où on les réinjecte très vite. D'accord. Je sais plus ce qui guide ce choix-là. C'est pareil, ça c'est l'équipe de biologistes, médecins, gynécos, tout ça, qui vont, j'allais dire piloter ça. Ils nous demandent notre avis, mais en même temps, c'est eux qui ont les connaissances scientifiques. Ça vous gêne pas si on fait un processus long? Si tu le dis, moi je te crois. Hein. J'ai pas de raison de pas croire ce que tu as raconté là-dessus. On fait confiance. Et donc au moment après de l'injection, donc alors ça c'est simple, ça prend 10 secondes, hein. Bonjour madame, hop, ça y est, c'est implanté. Par contre maintenant va falloir faire croire au corps qu'il s'est passé une fécondation, donc il va falloir prendre un peu des hormones. Donc là c'est des ovules féminins, donc les femmes qui écoutent sauront ce que c'est. Les hommes, si vous savez pas, c'est comme un suppositoire mais c'est vaginal du coup. D'accord. Et c'est vachement bien, ça fait ça laisse les parois un peu grasses, humides tout le temps, ça fait des mycoses, c'est hyper agréable. Ah ouais. Je parlais de charge mentale pour les femmes, voilà. Et donc à partir de là, il faut continuer à aller à la mater tous les 2 jours pour faire des prises de sang, pour voir que le corps réagit bien, comprend et que les taux d'hormones doivent arrivent et que en gros ça veut dire que la fécondation prend en fait, que le corps est en train de dire ok, il y a un truc, il faut que toute la machinerie derrière. D'accord. Et donc ça c'est encore un truc où tu attends, où tu sais pas. Après toutes les semaines passées où tu attends des trucs, tous les jours, tous les 2 jours, tu vas faire une prise de sang et t'attends, et normalement c'est des taux de je ne sais plus quoi qui doivent augmenter tous les jours, et t'as toujours le coup près du si ça augmente pas, ça veut dire que ça n'a pas marché et qu'on a fait tout ça pour rien. Wow. Nous on a eu cette chance, effectivement ça marchait, mais là je me suis projeté en disant ok, les potes qu'on ont fait 7 ou 8, ils ont fait ça 7 fois, 8 fois. À chaque fois dire ça va marcher, ça marche pas. Le niveau de montagne russe émotionnelle doit être, c'est déjà que c'est chaud quand ça marche. Ouais. Alors si en plus à la fin t'as le truc où ça marche pas. Bon. Par contre, c'est un avantage, c'est que tu sais ta grossesse beaucoup plus tôt que la plupart des gens. Oui. Parce que tu le sais, jour 0, quand il y a eu la conception, je peux te dire où, quand, minute, quelle seconde, c'est hyper précis. Et le nom de l'infirmière derrière la porte. Ouais, c'est quasiment ça. Donc là-dessus, t'as des infos beaucoup plus précises. Mais c'est un truc qui nous a crevé. Physiquement, moralement, parce que tout ce temps passé à courir les examens, les pharmacies, puis c'est toujours sympa quand tu as ton traitement pour la fertilité, tu vas chez ton pharmacien, ta pharmacienne, que tu croises quand tu vas faire tes courses. Bonjour, je suis infertile. Oui, je l'ai pas employé ce mot, mais ça s'appelle de l'infertilité. Quand ça devient massif, on appelle ça de la stérilité. C'est-à-dire que moi j'étais presque à ce niveau-là, mais pas tout à fait. Mais ça s'appelle de l'infertilité. Ouais. Et quand dans Kaamelott, elle lui dit, il y a la voyante qui fait Arthur, tu es infécond. Moi je suis désolé, ça m'a fait chialer. Hein. C'était là quand je l'ai eu re-regardé à la période, on était en plein dedans, j'étais pas bien, mais ça me faisait du bien de voir un truc comme ça. Hein. Ouais. Donc voilà, la grande histoire de la fille. Ok. Qui du coup s'est bien terminé parce qu'on a un petit bonhomme qui est né. Et ils ont pris le plus beau spermatozoïde, il était très beau. En vrai, ils en ont implanté 2. Oui, ils en implantent toujours plusieurs, je sais ça. Alors, ils posent la question, ça en amont. C'est une discussion qu'on a. Est-ce que vous êtes prêt à avoir des jumeaux ? Eh oui. Et là, tu te regardes, tu fais, je sais pas, j'en ai 0, 2 d'un coup, t'es sûr ? Et si ça maximise les chances, ouais, ils en ont implanté 2, il y en a un qui a fonctionné. Je peux même te dire que moi, je connaissais des amis à mon père qui avaient fait une FIV, mais il y a 30 ans. Et ils
ils en avaient implanté 6. Je crois pas qu'on fasse ça encore de nos jours. Et il y en a 2 qui étaient restés. Et donc le médecin avait dit à la mère, vous avez de la chance, il y en a que 2. Ouais, je comprends le... Mais elle s'était préparée psychologiquement, peut-être en avoir 3 ou 4. Ouais. C'est ça aussi, ça doit être quelque chose d'assez... Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça se fait plus. Parce que les techniques ont évolué. En fait, sur les protocoles, à un moment, quand ils voient qu'il y en a qui fonctionnent bien, ils te les implantent. Nous, ils nous en ont implanté 2, voilà, il y en a qu'un qui a pris. Par contre, tous ceux qu'on t'a pas implanté, des fois, il y en a qui potentiellement ont survécu. Mhm. Et à ce moment-là, des fois, quand il y en a qui survivent, ils les congèlent. D'accord. Pour pouvoir les refaire des tentatives. Ouais. Ça c'est pas ultime, mais ça peut fonctionner de congeler des ovocytes fécondés et pour pouvoir les réinjecter plus tard. D'accord. C'est-à-dire que là, le cas où si on a 6 qui potentiellement peuvent aller, aujourd'hui, je pense qu'on en injecte 2, on congèle les 4 autres. D'accord. Et ça permet de refaire une tentative sans repasser par toute la chaîne de ce type de blocage, stimulation, fonction, prélèvement, tout ça. Ça permet de dire ok, on va peut-être refaire un blocage, tout mettre au repos, réattendre peut-être que le bon moment pour réimplanter. Je pense que ouais, ça c'était les filles à mon avis des années 80 voire 90, ça a fait du progrès et ça fait encore des progrès là-dessus. Ouais. Et à partir du moment où la grossesse est démarrée, est-ce qu'elle est surveillée différemment ? Non, ça devient une grossesse traditionnelle. Ça devient une grossesse ultra, enfin vraiment standard. Tu sors du circuit de PMA, tu vas juste plus dans le même service. Nous on a fait ça à l'HFME à Lyon, à l'hôpital femme-mère-enfant. Mm-hmm. Une fois que ça, en gros, une fois que toutes les prises de sang font en sorte que voilà, qu'il y a un moment où ils disent ok, ça tient, prenez rendez-vous avec la mater. Il y a le dossier qui va suivre, ils savent pourquoi vous appelez si tôt. Mm-hmm. Mais on peut déjà et ensuite on est suivi a priori normalement. On change de département et l'origine du bébé après. D'accord. C'est plus le sujet. D'accord, mais ça nécessite pas de surveillance particulière. Pas que je sache, pas que je me souvienne. Et a priori, non. Une fois que ça a pris, en gros, après ça devient une grossesse normale, quoi. D'accord. C'est juste le gros coup de starter pour faire démarrer. Mais une fois que t'as passé tes 2 mois de grossesse, t'as exactement les mêmes risques que tout le monde. Tout le monde potentiellement de fausses couches, d'accidents, de machin. Enfin, c'est la même. Ouais. Il y a pas plus, pas moins sur tout ça, quoi. D'accord. Eh ben, c'est le parcours du combattant, là. C'est un gros parcours, ouais. Si y en a qui écoutent, qui s'apprêtent à faire ça, parlez-en. Vraiment. Ça fait du bien. J'ai tout gardé pour moi trop longtemps. Quand j'ai su que ça marchait, je me suis dit, ok, faut que je fasse sortir ça. J'ai pris mon clavier, j'ai pris mon écran et j'ai tout raconté sur un blog, petit à petit. Du parcours avant, et ce qui fait que quand on est arrivé à... je sais plus 3-6 mois de grossesse qu'on a commencé à l'annoncer à tout le monde, j'ai pu l'annoncer aussi en ligne en disant que ça avait marché, mais j'ai eu besoin de le raconter et pareil là-dessus il y a plein de gens qui se sont mis à venir lire ça. J'avais fait un tout petit peu de référencement pour le blog, il existe encore, il est à l'abandon complet depuis des années ce truc là, mais j'avais appelé ça Papa Fiv. Bah, à la rigueur, tu me donneras l'URL, je la mettrai dans la description de l'épisode. Je la mettrai après, voilà, les 3/4 des liens sont morts, il y a une mise à jour de mon provider de blog qui fait, enfin voilà, il est à l'abandon ce truc là, mais le récit existe toujours. D'accord. Donc je te filerai le lien, il y a un contact à moi dessus, c'est hyper important d'en parler, parce que il n'y a pas de raison de vivre ça plus mal que ça m'est déjà en fait. Oui. Surtout que le but ultime, c'est quand même d'être heureux à la fin. Normalement, il paraît, ouais. Voilà. Il paraît. Jusqu'à la crise d'ado, comme je disais. Jusqu'à la crise d'ado. Mais ça pose d'autres problèmes aussi dans la parentalité, parce que ça te change... Alors peut-être c'est nous, peut-être qu'on aurait été pareil sur un gamin qu'on aurait eu naturellement, mais... On est un peu possessif, si tu veux, un peu surprotecteur. On essaie de se soigner, mais à l'origine, c'était
compliqué de le laisser. T'as tendance à le surcouver. À le surcouver, à pas vouloir le laisser. Tu l'as voulu, c'est pas pour le laisser partir si vite. Tu te le gardes. Enfin. Et pourtant, le but de tous les parents, c'est qu'un jour, c'est de les laisser vivre leur vie, c'est de les préparer à vivre seuls. Ouais, mais quand ils ont 2 mois, t'as pas envie. Quand ils ont 2 mois, non. Quand il va commencer à avoir 12-13 ans, qu'il va te dire je veux aller chez les copains, je veux sortir, je veux faire ça. Ah non, mais moi je prends déjà le pli là. Et va faire une semaine de vacances chez papy et mamie en colo, en machin, qu'on soit tranquille avec maman, qu'on dorme. Oui, ça c'est les problématiques de tous les parents classiques. Et là après, voilà, ça devient ultra standard. Il y a eu, il faut savoir que la FIV XI, la micro-injection, ça fait longtemps que ça existe en vrai, mais ça faisait, nous quand on l'a fait, donc en 2014, ça faisait pas 10 ans qu'on savait que ça posait pas de problème dans le développement des gamins. D'accord. Ce qui est chaud en soi. Ouais. Se dire ok, on utilise une technique, une technologie. Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que ça fasse des gamins qui ont des problèmes de développement, des problèmes physiques, moteurs, mentaux, ça pourrait poser plein de soucis parce que concrètement on prend une aiguille, on fait un trou dans l'ovule et puis on injecte. Ouais. Donc ça pourrait avoir des conséquences qu'on ne sait pas. Mais ça faisait pas si longtemps. Nous, quand on a fait la nôtre, je crois, pareil, c'est encore une fois, c'est mon souvenir de mes sources. J'ai pas. À l'époque, j'étais hyper carré sur mes sources. Je savais tel article, tel moment, tel truc. Par contre, c'est un truc bien la FIV. C'est que côté père, c'est que ça force le père à s'y intéresser un minimum. Et c'est pas juste ces 30 secondes de contribution quand on fait ça de manière classique. C'est ça. Alors après, c'est peut-être moi mon biais aussi, mais du coup, je me suis quand même vachement intéressé. J'ai essayé de comprendre. Et des fois, je parle avec des gens de la biologie féminine autour de la grossesse, et il y a des femmes qui me regardaient genre mais tu connais ça? Bah oui, alors attends, je t'ai pas dit. J'ai fait un parcours de PMA et du coup t'expliques c'est pour ça que tu t'y connais autant. Bah ouais, à un moment tu développes une forme d'expertise sur le nom des hormones, à quoi elles servent, j'ai oublié aujourd'hui. Mais précisément à quoi elles servent, à quel moment, quel type de taux tu dois avoir, ensuite lesquels vont prendre le relais sur tel truc. Voilà, j'étais ultra documenté sur plein de trucs. Aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a des mecs de 45 ans qui savent pas ce que c'est que des règles, je veux dire, les gars... Bon, écoute, moi, jusqu'à il y a pas longtemps, je croyais que les règles, c'était bleu. Ah oui, mais ça, faut éteindre la télé aussi. Faut arrêter de regarder que la télé. Voilà, donc les choses avancent, mais tu vois, on apprend petit à petit. Eh oui, mais il faut partir de quelque part. Oui, c'est ça. Même si c'est très bas, au final, on ne peut que monter. C'est ça. Je voulais juste, moi, faire un petit hommage, parce que dans tout ce truc-là, j'ai parlé des équipes qu'on croise. Et nous, on était à la HFME à Bron, donc banlieue lyonnaise. On a eu des équipes de biologistes, gynéco, tout ça, qui étaient vraiment top, mais les plus importantes, je les ai pas nommées, c'est celles qu'on voit tous les matins quand on va faire les prises de sang, les échos. C'est des sages-femmes qui ont fait des spécialités PMA. Et j'ai jamais rencontré des professionnels aussi incroyables que ça. Tout dans le détail était fait pour qu'on se sente bien. Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints de cette PMA-là. Moi, non. Enfin, les sages-femmes, ce sont mes héroïnes, vraiment. Sur la fin du parcours, je leur vouais un culte, vraiment. Que ce soit l'éclairage. Tu te pointes à 5h du matin à l'hôpital, t'as une petite lumière tamisée. T'as pas les pleins gros néons des hôpitaux qui pètent les yeux. T'as une lumière tamisée. Elle parle doucement. Les entrées-sorties, tu ne croises pas les gens, en fait. Quand tu sors ton examen, tu croises pas les gens qui attendent. Je sais pas comment elle gère le circuit. Des détails tout bêtes, mais c'est des gens qui ont pensé à un moment. Et merci, mesdames, parce que vraiment, en plus le niveau de compétence qu'elles ont, quand c'est les sages-femmes qui faisaient les prises de sang, hein. Quand t'as des infirmières après qui rament à te trouver une veine alors que les sages-femmes tous les matins elles ont trouvé pendant des semaines, tu fais on va prendre des cours là, t'es infirmière, c'est ton boulot, il y a des sages-femmes, bon ok, elles ont un autre passif, elles savent piquer des bébés potentiellement, donc oui. Piquer un adulte, trop facile. Mais voilà, je voulais rendre hommage à ces femmes là parce que sérieusement, waouh. Respect. Ouais, vraiment. Ok. Bah écoute, merci. Bah merci à toi. C'était très instructif.
J'espère. Et puis, on te retrouve sur ton podcast pour d'autres choses. Et en tout cas, merci d'être passé ici, ça m'a fait très plaisir. Le plaisir était partagé et on te retrouve bientôt sur mon podcast aussi, j'espère. Je crois que les gens vont croire qu'on est en circuit fermé. Un peu, c'est pas grave, on s'en fout. Chez nous, on fait ce qu'on veut. À bientôt. À bientôt.